Donc, Vincent Santoul, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup de vous être inscrits et de participer aujourd'hui à ce webinaire sur le tourisme, l'économie touristique, outil d'attractivité du territoire régional qui est là pour valoriser, mettre en valeur un rapport sorti, voté à l'unanimité de l'Assemblée en février de cette année. Alors, juste un petit rappel, ce webinaire est enregistré. La partie enregistrée sera uniquement, enfin la partie communicable sera uniquement celle des présentations des différents acteurs. La partie questions-réponses qui suivra ne sera pas disponible sur Internet, sur la chaîne YouTube du Césaire. Donc nous avons aujourd'hui trois intervenantes, enfin quatre intervenantes par contre, pardon, trois interventions mais quatre intervenantes. Anaïs Rubaud, qui est rapporteure de l'autosaisine du Césaire sur l'économie touristique, outil d'attractivité du territoire régional, qui exposera les 7 grandes préconisations proposées par le Césaire pour les développements touristiques et attractivité pérenne des territoires, la thématique de ce webinaire. Cécile Bonneau, en deuxième intervention, directrice du tourisme au Conseil régional Centre-Val de Loire, qui présentera la stratégie de développement touristique régional à horizon 2030, adoptée en séance plénière du Conseil régional en avril dernier. Enfin, pour illustrer des enjeux liant sur un territoire spécifiquement les enjeux de tourisme et d'attractivité pérenne, nous avons souhaité inviter le Parc naturel régional de la Brenne, le PNR de la Brenne, avec une intervention de Géraldine Chancel, responsable du pôle tourisme et destination Brenne, et accompagnée d'Estelle Sauré, chargée de communication au PNR de la Brenne, donc qui se trouve dans l'Indre. Enfin, nous terminerons par un temps d'échange avec la salle et aussi, vous pouvez réagir sur le fil de conversation, hein, pour poser des questions au fil de l'eau. Ça évite de les oublier en fin de séance. Donc, nous terminerons par un temps d'échange pour collecter votre appréciation si vous avez lu le rapport, vos questionnements auprès des différentes intervenantes. Et le rapport, oui, j'ai oublié de vous préciser, il sera envoyé à toutes les personnes inscrites, participants et les personnes inscrites. Le rapport vous sera envoyé en fin de semaine. Voilà, donc j'ai terminé mon introduction. Si le président Éric Chevet est présent pour introduire le sujet, je lui passe la parole. Sinon, Anaïs peut prendre la suite directement. Peut-être qu'on le fera intervenir après l'intervention d'Anaïs, s'il s'est connecté d'ici là. OK, très bien. Je te laisse gérer la Oui, présentation, Vincent. Bon, déjà, je me présente, donc Anaïs Rubaud, je suis responsable de l'UNAD Centre-Val de Loire. L'UNAD, c'est la tête de réseau du tourisme social et solidaire en région. Et je suis au Césaire pour représenter plus largement tous les organismes de tourisme. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est en effet un rapport d'autosaisine qu'on a travaillé avec une partie de la troisième commission et qui a donc été voté en février. Donc l'objectif de ce rapport, c'était d'étudier les liens entre tourisme et attractivité. Au départ, c'était une question, est-ce qu'il y a des liens entre tourisme et attractivité? Si oui, quels sont-ils? Quel tourisme veut-on valoriser en région? Donc c'était plutôt la première partie, du rapport, la partie diagnostic que je vous laisserai lire, quand vous aurez reçu le rapport. Et puis c'était aussi comprendre le tourisme en région, son offre, son organisation, les freins aussi à ce tourisme et réfléchir à comment on peut faire du tourisme un levier plus important d'attractivité, et ce sera l'objet des préconisations que je vous présenterai. Donc on a relevé, en fait, enfin, pour faire ce rapport, on a procédé par audition. Plusieurs d'ailleurs d'entre vous sont présents aujourd'hui et je vous remercie encore. Et à la suite de ces auditions et du diagnostic, on a relié 18 freins en fait à lever pour optimiser le fonctionnement du tourisme en région. Ces freins, on peut les regrouper en trois catégories, trois grandes thématiques. Vous avez d'abord les freins qui relèvent du contexte actuel, post-Covid, crise climatique, inflation, mais aussi évolution des attentes des clientèles. Des freins qui relèvent plutôt du territoire régional, de son œuvre, de ta perception de ses œuvres et de comment on en fait la promotion. Et puis enfin, des freins qui relèvent des territoires au pluriel, de leur diversité de fonctionnement, avec parfois des moyens qui peuvent être très divers, d'un lieu à l'autre, mais aussi d'un échelon territorial à l'autre. Donc à partir de ça, on a fait 7 propositions, 7 préconisations
qui vise non pas à réinventer le tourisme en région, mais plutôt à se baser sur l'existant et à réfléchir à comment l'optimiser. Donc la première préconisation, Vincent, je te laisse passer la slide suivante. Ah non, attends, reviens en arrière, ça va voilà, merci. Donc cette préconisation, la première, qui est un petit peu le socle, sans lequel toutes les autres sont pas possibles, c'est vraiment de travailler sur l'attractivité des métiers du tourisme. Attractivité à renforcer, vous êtes tous au courant de la crise de recrutement que traverse notre secteur et donc si on n'a pas des professionnels formés et compétents en région, bah, toutes les autres préconisations ne serviront à rien. Les préconisations 2 et 3, elles portent plutôt sur comment améliorer la définition et le pilotage de la stratégie touristique et à renforcer la connaissance et la complémentarité entre les acteurs. Les préconisations 4, 5 et 6, elles visent plutôt à faire évoluer les offres pour qu'elles soient plus en accord avec l'attente du public, l'attente de la société, mais aussi avec l'urgence climatique et environnementale. Et enfin, la dernière préconisation, une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on a un écosystème touristique optimisé, bah, comment on s'appuie dessus pour renforcer l'attractivité du territoire, l'attractivité résidentielle pour maintenir les habitants, pour faire venir de nouveaux habitants, mais aussi l'attractivité professionnelle pour faire venir des entreprises et leurs collaborateurs. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque préconisation, sans pour autant tout vous développer, parce que le rapport fait 70 pages. Donc après, si vous avez des questions ou avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc la première préconisation, accroître l'attractivité des métiers des secteurs en lien avec le tourisme. On en parlait, donc crise des métiers, recrutement difficile. Euh, quel levier on a en région? On ne va pas évidemment se substituer au gouvernement, au travail des syndicats, mais sur quoi on peut travailler, nous, au niveau régional? Nous, notre idée, c'est qu'il y a besoin d'un plan d'action fort pour faire connaître la région, qui n'est pas toujours identifiée comme une région touristique, notamment par les saisonniers, donc ils ne vont pas forcément se tourner vers nous quand ils sont en recherche d'emploi. Et l'idée, c'est donc d'attirer et d'améliorer les conditions d'accueil et les conditions de travail dans les structures régionales. Tout ça, ça passe par des temps de rencontres entre les salariés, entre les nouveaux professionnels et notamment les saisonniers. Ça passe aussi par la mise en place d'outils d'apprentissage, des langues, mais aussi de meilleures connaissances du territoire, puisqu'on vend mieux ce qu'on connaît. Par la création d'infrastructures de logement, qui est quand même une des grosses problématiques aujourd'hui pour l'accueil de saisonniers. Et puis, c'est aussi la mise en place d'avantages en nature, et on propose la création d'une carte de gratuité sur les sites touristiques et les sites de loisirs pour que ces professionnels puissent en profiter et puissent une fois de plus mieux connaître leur territoire. Voilà pour cette première préconisation sur les métiers. La seconde préconisation, créer plus de liens entre chaque acteur compétent en économie touristique. Ça se base sur le fait, vous connaissez tous la loi NOTE, la compétence tourisme est aujourd'hui répartie. Le tourisme, c'est l'affaire d'acteurs publics, parapublics, d'acteurs privés. Et il y a parfois un manque de connaissances entre tous ces acteurs, parfois des liens manquants dans des projets ou au contraire des initiatives qui vont se faire en doublon. Donc l'idée, une fois de plus, c'est d'optimiser ce qui existe déjà. Tous les territoires et tous les acteurs font plein de choses très bien. Donc plutôt, c'est d'optimiser et de faire en sorte que tout le monde travaille mieux ensemble. Donc nous, on propose une conférence permanente du tourisme qui permettrait de réunir régulièrement ces acteurs, mais aussi des syndicats représentatifs du secteur, mais aussi les territoires limitrophes qui peuvent aussi travailler à la promotion de nos offres et de compléter tout ça par une conférence des financeurs. Et puis, on souhaiterait aussi qu'il y ait une complémentarité renforcée entre le CRT, qui est finalement l'organe régional du tourisme, et DEVOP, qui est l'organe régional de l'attractivité. Donc, il pourrait y avoir plus de passerelles à faire entre ces deux structures. Ensuite, la troisième préconisation, elle porte spécifiquement sur les offices de tourisme à renforcer dans leur pilotage et dans leur mission. Les offices de tourisme aujourd'hui ont des moyens et des missions très différents selon les territoires. Et pourtant, on sait que l'office de tourisme, il est vraiment au cœur de l'expérience du visiteur. C'est souvent la porte d'entrée. Donc l'objectif de cette préconisation, c'est de donner plus de moyens aux offices de tourisme, qu'il s'agit de moyens financiers, de moyens humains, mais aussi d'outils d'accompagnement, mais aussi plus de reconnaissance autour d'une mission de base de l'office de tourisme, qui est celle de faire vivre un projet de territoire et de coordonner les acteurs locaux autour de ce projet pour assurer une qualité d'accueil et un relais d'information touristique sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a déjà des actions portées par le CRT en expérimentation qui vont être développées. Mais voilà, il y a encore des choses possibles à faire pour vraiment renforcer ce rôle de l'office de tourisme et de le présenter comme le coordinateur de la politique locale. On a ensuite une préconisation 4
qui porte sur un tourisme, plus durable, plus éco-responsable et pour tous les publics. Une fois de plus, on est dans un contexte d'urgence climatique, de crise de l'énergie, d'inflation qui a des conséquences directes sur les projets de départ en vacances aujourd'hui des Français. Donc l'idée de cette préconisation, c'est d'intégrer encore davantage et même de systématiser ces enjeux dans l'ensemble des offres touristiques régionales. Donc ici, on a des propositions à la fois pour mieux accompagner via du conseil ou du financement toutes les questions de rénovation, de travaux d'isolation euh, pour des bâtiments qui soient moins consommateurs d'énergie et plus respectueux de l'environnement. C'est aussi des propositions pour réfléchir à des mobilités moins impactantes et qui soient adaptées à chaque territoire, à sa capacité, à ses besoins. C'est encore œuvrer en faveur d'un tourisme pour tous, tous les publics et notamment des plus jeunes, avec un vrai plan de soutien à l'hébergement de grande capacité qui peut accueillir entre autres des séjours scolaires et un plan de soutien au départ en classe de découverte et on propose, que la région puisse prendre en charge partiellement ou totalement le transport, des jeunes qui viendraient découvrir la région en séjour scolaire. Et enfin, c'est aussi anticiper le changement et on pense qu'il y a un travail de prospective à mener, sur le tourisme de demain, sur des questions de gestion de l'énergie, sur des questions de la ressource en eau et cetera. Voilà, donc c'est les propositions pour cette préconisation. On a une préconisation sur la sensibilisation des acteurs du tourisme et des visiteurs aux enjeux de la biodiversité, qui est un petit peu dans la continuité de la préconisation précédente. On a beaucoup d'espaces naturels en région, certains qui sont valorisés, d'autres qui pourraient l'être encore davantage. Mais cette valorisation ne doit pas se faire au détriment des enjeux de biodiversité. Donc, on souhaitait réinsister sur l'importance de la sensibilisation et des acteurs du tourisme, notamment des opérateurs d'activités de nature et des activités de loisirs, et des touristes à ces enjeux. Sensibilisation qui peut se faire par un déploiement encore plus important du label Calinat, qui est porté par la région aujourd'hui. Ça passe aussi par une meilleure compréhension des attentes des touristes de nature et il pourrait y avoir une enquête un petit peu poussée, à direction de ces touristes pour vraiment adapter l'offre, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. La préconisation 6, elle part en fait du principe qu'en région, on n'a pas de tourisme de masse. On n'a pas, quelque chose qui attirait comme le littoral, comme la montagne, mais c'est tant mieux. Ça correspond ni à l'offre, ni en fait à la volonté des acteurs en région. Par contre, on a plusieurs sites, très grands sites connus et l'idée, c'est de se baser sur ces sites pour faire ruisseler la fréquentation sur le reste du territoire et éviter justement des flux trop concentrés, trop importants, notamment comme on a pu le voir en ce week-end de l'Ascension. Donc la proposition, c'est d'identifier à minima un grand site par département, une grande locomotive touristique, et d'avoir une réflexion concertée entre les acteurs locaux pour se servir de la notoriété de ces sites pour ruisseler sur le reste du territoire, répartir les flux, mais aussi créer de la complémentarité avec les offres alentours. Souvent, autour d'un grand site, vous avez du patrimoine culturel, naturel, vous avez des artisans, des entreprises, des producteurs locaux, et c'est comment on fait en sorte qu'un visiteur, il vienne pas, en région faire les 3 grands sites connus et il reparte, mais comment il découvre aussi toutes ces petites pépites qu'on a sur le territoire. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur les questions d'accès et de mobilité, les offres d'hébergement pour tous les types de publics autour de ces grandes locomotives, des actions de communication et de valorisation et qui portent aussi auprès des publics qui sont parfois oubliés aujourd'hui, des publics groupes, des publics scolaires ou des publics éloignés de l'accès aux vacances en règle générale. Et puis enfin, la dernière préconisation, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a un écosystème qui est optimisé, que les acteurs travaillent mieux ensemble, qu'on a un tourisme qui est plus durable, comment on se sert de ce tourisme pour développer l'attractivité du territoire, comme je vous le disais, à la fois auprès des résidents ou des futurs résidents et à la fois auprès des professionnels. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout des complémentarités qui sont à renforcer. Le tourisme fonctionne jamais tout seul. Donc c'est des complémentarités, notamment en milieu rural. Comment on peut intégrer les structures touristiques à une politique du premier ou du dernier commerce, pour que, elles soient aussi bénéfiques à la population locale? C'est intégrer systématiquement des arguments touristiques lorsqu'on est sur des salons professionnels, heu, nationaux, voire internationaux, en ayant par exemple systématiquement la présence, des ADT ou du CRT lors de ces congrès. C'est aussi une réflexion avec le secteur éducatif et social pour faire connaître le territoire et développer la fierté locale dès le plus jeune âge, notamment, comme je vous en parlais, à travers de séjours scolaires pour faire connaître vraiment le territoire aux enfants.
Et puis, c'est aussi tout simplement faire de l'habitant le premier ambassadeur, le premier touriste de son territoire. Et pour l'aider dans ce rôle, c'est renforcer des actions touristiques en direction des locaux, notamment via des animations culturelles à l'année. Et puis, une proposition forte qu'on a souhaité porter au Césaire, c'est la possibilité d'une carte de gratuité, à minima au niveau local, comme ça peut se faire à Blois. Pourquoi pas au niveau départemental, ce que fait l'Indre avec son système des ambassadeurs, ou pourquoi ne pas arriver au niveau régional. Voilà l'idée qu'en fait les habitants de la région aient accès gratuitement à leur site pour qu'ils découvrent aussi toute la richesse qu'ils ont sur le territoire et pour qu'ils aient envie de la faire découvrir à leurs invités. Voilà, c'était un résumé un petit peu rapide. Je vous invite évidemment à lire le rapport et je me tiens disponible pour toute question. Merci beaucoup Anaïs. Je reprends la main. Donc, suite à cette présentation du Césaire, pardon, qu'est-ce que... Voilà. Oui, pardon, je quitte. Donc, je vais passer la parole à moins que le président Chevet soit arrivé. Oui, il est oui. arrivé, c'est bon. Je vous passe la parole, président. Merci, navré pour ce retard à l'allumage. Pour tout vous dire, j'étais en comité directeur à la tribune là, de l'organisation de la CPME et donc du coup, j'étais un peu en retard pour vous rejoindre. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que vous aurez pu comme ça avoir la présentation toujours très dynamique d'Anaïs et c'est peut-être mieux de pouvoir parler après la présentation qui vous a été faite sur l'organisation de ce webinaire et sur ce rapport. D'abord, je voudrais vous remercier de participer toutes et tous à ce séminaire. Je crois que c'est intéressant. Féliciter aussi les organisateurs, Vincent, pour cette initiative qui est une façon nouvelle en fait de valoriser les travaux du Césaire et qui est une façon absolument intéressante. Et quand on a une rapporteure comme Anaïs très dynamique et très allante, eh bien évidemment, ça fait que on a un bien meilleur apport de nos travaux à la collectivité régionale. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, on a été un petit peu rattrapé par nos travaux dans ce cadre du tourisme. Au début, l'objectif du Césaire, très clairement, c'était de dire que nous avons une difficulté d'attractivité de la région. On le sait, la région a une particularité. Vous m'entendez bien? Parce que je vois des écrans figés. Non, c'est bon? Oui. C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, très bien. Ah, d'accord. Merci. Et donc, je disais, on a une vraie difficulté d'attractivité de la région. Pourquoi? Parce que, bizarrement, c'est une des plus attractives de France parce que c'est une des régions où on entre le plus. Mais d'un autre côté, c'est aussi une région dont on sort aussi beaucoup. Donc, c'est une région sur laquelle on ne se fixe pas. Et l'ambition du Césaire sur ce sujet, c'était de dire peut-être que la qualité patrimoniale, que ce soit sur le plan monumental, sur le plan naturel, sur le plan de la créativité historique, sur la question de la littérature, sur la gastronomie, toutes ces attractivités peut-être sont pas suffisamment exploitées pour fixer en fait les populations dans notre région. C'est ça en fait notre réflexion de base et qui a conduit à ces préconisations. Et c'est sur ce sujet-là, je pense que nous devons travailler en ayant dans l'idée que toutes ces potentialités passives, qui sont faites des faits que nous avons hérités du passé et de notre géographie, eh bien, on en fasse des facteurs d'attractivité actifs pour, pour la région. C'est ça, en fait, qu'on recherchait dans nos travaux, dans ce rapport, et c'est comment, en fait, faire en sorte de consolider l'attachement à la région par notre patrimoine historique, gastronomique, naturel, etc. Et donc, ce n'est pas si facile que ça à faire, parce que très vite, je disais qu'on avait été rattrapé par l'actualité, très vite, on s'aperçoit que la structuration du domaine du secteur du tourisme se heurte, et encore plus maintenant, à des problèmes d'attractivité des métiers aussi à l'intérieur du tourisme. Et ça, Anaïs vous l'a présenté, et c'est du coup devenu notre première difficulté.
Je crois que on va débattre, on va continuer à débattre là. Moi, je vais devoir retourner à mon assemblée générale là, mais je crois qu'on doit aussi avoir dans l'objectif de savoir comment ces formidables potentialités touristiques que nous avons sur nos territoires ne sont pas non plus un frein à la perception de notre région à l'extérieur d'un certain passéisme. Et donc, en fait, l'idée qu'il faudra qu'on travaille et que vous devez, à mon avis, réfléchir tous ensemble, c'est de savoir comment faire pour garder, malgré ou grâce à cette culture du patrimoine que nous avons en région, comment on reste dans l'avenir, dans la projection d'avenir, dans l'innovation et dans la création. Comment on transforme, en fait, cette assise qui est absolument formidable, comment on se projette à l'avenir et qu'on s'en sert comme une base de projection et de région d'avenir. C'est ça qui est au cœur de notre difficulté. C'est une première contribution avec ces 7 préconisations du Césaire. Et vous avez, je crois, à la suite dans le webinaire, là, d'autres présentations qui viendront compléter cette réflexion. Mais c'est ça, en fait, fixer les populations au centre-Val de Loire, parce que c'est une très belle région où il fait bon vivre et où c'est dommage, en fait, de ne faire que passer. Il faut aussi fixer. C'est ça l'objectif qui est derrière. Merci en tout cas à toutes et tous de votre participation et je rends la main à Vincent pour la suite du pilotage de ce webinaire. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Donc, je passe de suite la parole à Cécile Bonneau, directrice du tourisme en région Centre-Val de Loire, pour nous présenter la stratégie tourisme du Conseil régional votée en avril dernier par les conseillers régionaux. Merci Vincent, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je connais certains d'entre vous parce que j'ai vu des noms qui me sont familiers, mais pas tout le monde. Donc, on est dans la suite logique puisque lorsque la région a travaillé sur l'élaboration de sa stratégie touristique, on a pu justement, au moment où on était en train de rédiger la stratégie, s'appuyer aussi sur les réflexions et les travaux du Césaire. Donc, au niveau du timing, c'était vraiment tout à fait très bien, ça s'est très bien enchaîné et articulé. Donc, vous allez retrouver dans la stratégie, bien sûr, certains des éléments qu'on vient d'évoquer. Déjà, par rapport au partage des priorités, alors je vais partager mon écran pour que vous ayez le support en même temps. Voilà. Est-ce que vous avez Oui, ça marche? OK. Alors, je vais mettre en présentation. Très bien, oui, on l'a à l'écran, impeccable. Ça fonctionne, bon, bah, super. Donc, tout d'abord, sur les priorités, on est tout à fait en phase avec les éléments de diagnostic que vient d'évoquer Anaïs, puisque la stratégie tourisme, elle a un enjeu fort en matière d'attractivité, et pas que l'attractivité touristique, c'est-à-dire que le tourisme, ça doit aussi participer à la fierté des habitants, ça doit donner aussi l'image d'une région où on a envie de s'installer, donc que ce soit au niveau professionnel, mais aussi pour ses études, où on a envie de venir travailler. Donc ça, c'est vraiment un axe transversal qu'on va retrouver dans l'ensemble de la stratégie. Le tourisme, ça doit être bien sûr aussi un facteur de développement économique, mais de développement économique durable. Anaïs parlait tout à l'heure des questions de saturation. Donc c'est vrai qu'on a, même si on a la chance d'avoir une saison touristique assez longue, l'idée c'est d'avoir un développement qui soit bien étalé dans le temps, mais aussi dans l'espace. Donc, on a besoin d'avoir des emplois pérennes et pour ça, il ne faut pas une activité ultra saisonnière parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, pour la pérennité de nos entreprises et de nos acteurs touristiques, là aussi, on a besoin, bien sûr, d'avoir une activité qui s'étale tout au long de l'année. Dans les priorités, donc, on a également inscrit un développement équilibré des territoires, puisque là aussi, on sait que l'activité touristique, aujourd'hui, elle est quand même très concentrée sur le Val-de-Loire. Je crois que c'est 70% des nuitées aujourd'hui qui sont réalisées sur le Val-de-Loire. Alors, on aura Géraldine Chancel tout à l'heure qui va nous parler de la Brenne, donc avec un développement touristique qui s'affirme aussi sur ces territoires comme l'Indre et comme la Brenne. Mais c'est vrai que là, on l'a réinscrit dans les priorités et on sait que le tourisme à vélo, notamment, peut nous permettre de mieux répartir
la clientèle et de faciliter ce rayonnement. Et puis, on a voulu un modèle de développement touristique qui soit porteur de valeur, donc inclusif aussi, et un tourisme qui s'adresse à tous les publics, donc aussi bien les publics en situation de handicap, par exemple, que les publics qui peuvent être éloignés des vacances. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on a décliné ensuite dans nos actions et dans les priorités d'action. Donc, par rapport à ces priorités, on a identifié et on a sélectionné les clientèles auxquelles on souhaite s'adresser et qu'on souhaite bien sûr développer sur le territoire régional. Donc, ce sont bien sûr des clientèles de proximité pour qu'on soit cohérent avec notre modèle de développement touristique durable. Donc, quand on dit proximité, c'est les clientèles françaises et les clientèles européennes en priorité. Dans les clientèles françaises, on va retrouver la clientèle régionale, d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse consommatrice de tourisme en région, c'est une clientèle captive, et puis, comme l'évoquait Anaïs tout à l'heure, ce sont surtout des très bons ambassadeurs de leur territoire, mais pour être un ambassadeur de son territoire, il faut le connaître, il faut avoir l'envie de le découvrir. Donc, dans les clientèles, on identifie aussi la priorité clientèle parisienne, puisqu'on est sur un bassin de proximité avec plusieurs millions de visiteurs potentiels. Et puis, les touristes à vélo, puisqu'on sait que les touristes à vélo, notamment, sont des clientèles qui ont une moyenne d'âge inférieure à nos clientèles actuelles. Donc, ça va aussi nous permettre d'aller chercher un nouveau public et de renouveler justement nos clientèles touristiques. Sur la clientèle internationale, donc je disais la priorité, c'est vraiment la proximité, donc avec les pays européens, et notamment ceux qui pourront être desservis par des lignes de train, sachant que là, il y a quelques perspectives dans ce domaine-là. Et sur le grand international, on a convenu avec le CRT, puisque la stratégie marketing, c'est le CRT qui la déploie, vraiment de cibler un nombre très, très restreint de marchés internationaux, et notamment le marché nord-américain, qui sera notre cible prioritaire. Donc, à partir de ces priorités, de ces clientèles et surtout des éléments de diagnostic et de contexte, on affiche maintenant 5 ambitions régionales. Donc, ces 5 ambitions, il y en a une autour de l'attractivité pour vraiment affirmer le Centre-Val de Loire comme une destination d'excellence où là, on va retrouver nature, culture, art de vivre et puis le patrimoine, bien évidemment, avec un peu l'alerte qu'évoquait tout à l'heure M. Chevet sur la notion de patrimoine. Il ne faut pas qu'on soit dans une image de patrimoine daté ou quelque chose de figé. Donc vraiment un patrimoine qui se renouvelle, où il y a de l'innovation. Donc ça, c'est un axe de l'action régionale. Ensuite, on retrouve une ambition régionale qui était déjà dans la stratégie précédente autour du vélo, puisque là, on est déjà reconnu comme une destination, enfin la première région de tourisme à vélo en France, et on voudrait se positionner, notamment avec la Loire à vélo, parmi dans le top 10, enfin même c'est pas le top 10, c'est dans les 3 premiers itinéraires à l'échelle européenne. Ensuite, on a une ambition régionale autour des transitions. On l'a évoqué aussi dans les éléments de diagnostic du Césaire, mais la transition écologique, bien sûr, est un axe fort. La transition numérique aussi, et l'innovation, puisque si on veut rester compétitif et justement avoir cette image aussi de destination touristique qui se renouvelle, il faut qu'on encourage l'innovation auprès des acteurs touristiques. On a un axe fort autour de l'hospitalité, qui peut rejoindre aussi la question des ambassadeurs qu'on évoquait tout à l'heure, mais pour être une région touristique, il faut être une région accueillante qui sait aussi fidéliser ses clientèles. Et puis, on a enfin une ambition autour de l'emploi et des compétences. Là aussi, vous l'avez évoqué dans le rapport Césaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un enjeu fort, puisqu'on voit que les métiers du tourisme, malheureusement, comme beaucoup de secteurs, sont des métiers véritablement en tension, et que cela peut nuire à la fois à la qualité du service rendu, mais aussi à la pérennité des entreprises du secteur touristique.
Donc, ces ambitions, alors je ne vais pas détailler parce qu'en fait, on les a ensuite déclinées en une trentaine d'actions que vous retrouverez dans la stratégie complète. Donc, à chaque fois, autour des ambitions, on a des axes majeurs et des exemples d'actions qui sont inscrits. Donc, par exemple, sur l'ambition 1, autour de l'attractivité et autour du positionnement nature, culture, art de vivre, on a des actions à la fois pour développer les offres événementielles, mais aussi développer les offres de tourisme patrimonial et tourisme culturel dans une logique aussi d'innovation que j'évoquais tout à l'heure. On a le positionnement autour du slow tourisme qui est également important là aussi avec le soutien au développement de nouvelles offres, également en matière de no-tourisme et de gastronomie. Et puis on a aussi tout le positionnement marketing qu'on va retrouver dans cette ambition autour de l'attractivité, autour de la marque Val-de-Loire bien sûr qui reste la locomotive en matière de promotion touristique, notamment à l'échelle européenne, mais aussi toute la visibilité et la complémentarité avec les autres marques de destination régionales que sont par exemple Berry-Provence, la Sologne ou la Touraine. Donc sur chaque ambition, donc sur la deuxième ambition, donc autour du vélo, on va retrouver les actions autour à la fois bien sûr du réseau cyclable, mais aussi tout ce qui va concerner les services et l'animation également autour de ces réseaux, puisqu'un itinéraire cyclable ne suffit pas à proposer et à développer du tourisme. Il faut des offres de services, de l'hébergement, des locations, mais aussi il faut donner envie aux touristes à vélo de s'arrêter sur les territoires, dans les communes, et de découvrir le patrimoine et les richesses de ces communes. Et puis, sur cette ambition autour du vélo, on a aussi la question de la desserte et de l'intermodalité qui est déjà traitée, puisque vous savez que l'emport des vélos dans les trains s'est déjà beaucoup développé, mais on a encore des améliorations à apporter sur cette intermodalité. Sur l'ambition 3 autour des transitions, alors c'est vrai j'y reviendrai ensuite rapidement, puisqu'on engage en fait un plan de relance de l'investissement touristique, à la fois pour développer de nouvelles offres touristiques, mais aussi pour moderniser ces offres touristiques en lien avec bien sûr ce besoin de transition écologique et d'accompagner les acteurs à la transition écologique. Et puis il y a aussi un nouvel outil qui se met en place avec le CRT en faveur de l'innovation touristique. Donc le CRT est en train d'animer un écosystème avec des acteurs, notamment des acteurs du patrimoine, pour les accompagner dans la recherche de nouvelles solutions et puis aussi dans le partage de bonnes pratiques avec des acteurs de la région ou avec des startups, mais aussi bien sûr en dehors de la région. Et puis dans cet axe sur la transition, on va aussi retrouver le transport durable. Donc le tourisme à vélo est une solution, c'est pas forcément une solution de transport. Par contre, il faut que les visiteurs qui veulent venir demain visiter le zoo de Beauval, par exemple, puissent le faire sans voiture pour éviter les problématiques d'engorgement qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on veut avoir à l'échelle de plusieurs destinations touristiques. Donc sur l'ambition autour de l'hospitalité, donc là on travaille aussi avec le CRT et avec les offices de tourisme sur ce sujet. On va aussi travailler avec les territoires pour voir comment dans les contrats territoriaux on peut intégrer cette notion-là. Et dans cette question d'hospitalité, on va aussi retrouver la problématique des publics en situation de handicap, par exemple, et puis aussi le soutien au secteur du tourisme social et solidaire pour pouvoir, là aussi, faciliter, améliorer l'accessibilité des vacances en région à ces publics. Et puis enfin, la dernière ambition autour de l'emploi et des compétences, Anaïs a évoqué plusieurs pistes de travail dans le rapport du Césaire. Donc, elle parlait d'aller chercher des jeunes et de valoriser notre destination pour que les saisonniers aient aussi envie de venir chez nous. Donc ça, c'est une bonne idée. Et on a aussi, nous, la priorité de faire rester les jeunes qui sont formés en région, puisque notamment dans nos écoles hôtelières, par exemple, c'est vrai que ces jeunes, pour la plupart, partent ensuite travailler dans d'autres régions, alors qu'il y a quand même un très beau potentiel chez nous. Et puis, on a la chance d'avoir un campus des métiers, PatMat, qui travaille vraiment sur ces questions d'adéquation et d'adaptation des formations aux besoins des acteurs du territoire. Donc, il y a déjà des initiatives intéressantes qui sont faites. Et puis, il y a le dispositif des défis que vous connaissez, que la région met déjà en place sur des territoires, mais qui est malheureusement assez peu mobilisé aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Donc voilà, ces ambitions, je vous le disais, elles sont déclinées en une trentaine d'actions. Dans ces actions, on retrouve le plan de relance de l'investissement touristique que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a commencé à déployer et qu'on a aussi commencé à présenter sur le territoire, puisqu'on a fait des réunions, 3 réunions départementales pour présenter ces nouveaux outils à la fois aux communautés de communes, mais aussi aux réseaux touristiques. Et donc, ce plan de relance de l'investissement, il doit permettre à la fois de dynamiser la création d'établissements et la reprise d'établissements. Donc là, sur le support, vous voyez que on parle d'hébergement, mais c'est aussi tout type d'activité touristique, puisque l'idée, c'est vraiment d'adapter notre offre touristique au marché. Donc, c'est vrai que les demandes, elles ont quand même pas mal évolué depuis le Covid. Donc, il faut qu'on prenne en compte la transition écologique, la qualité, bien évidemment. Donc, c'est vraiment une action qui est centrée sur l'amélioration de notre offre et la diversification de nos produits. Alors, quand je dis diversification de nos produits, l'idée, c'est pas de faire un Disneyland en région, mais c'est vraiment d'avoir des offres touristiques qui sont en lien avec nos filières touristiques, avec l'identité et avec les atouts de nos territoires. Donc, c'est vraiment ce que la région veut accompagner. Et puis, on veut aussi, à travers ce plan de relance de l'investissement, mieux accompagner nos opérateurs touristiques, parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu compliqué. On disait tout à l'heure que le tourisme était une compétence partagée. Alors, ce qui est bien, parce que tous les échelons territoriaux peuvent intervenir. Par contre, pour un porteur de projet, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'orienter et de taper à la bonne porte pour savoir qui peut l'aider et sur quoi on peut l'accompagner. Donc, on a mis en place des moyens et des nouveaux outils, juste pour vous donner les différents axes sur lesquels on va intervenir. Donc, on a mis en place un nouveau contrat d'appui au projet qui est ouvert, ça y est, hein, puisque sur le portail des aides en ligne et sur le site de la région, sur le guide des aides en ligne, vous pouvez trouver ce nouveau dispositif. Donc ça, c'est un dispositif permanent qui nous permet d'accompagner à la fois les hébergements touristiques, mais aussi, comme je vous le disais, les projets touristiques dans les filières prioritaires régionales, donc le patrimoine, l'art de vivre, les mobilités douces. Qu'est-ce que j'oublie? Le slow tourisme, et puis j'en oublie un autre. Tant pis. Donc, dans ce plan de relance de l'investissement, on a aussi un axe avec des appels à projets. Et on lance maintenant pour les hébergements de petite taille, donc tout ce qui est gîte, chambre d'hôte, en fait, on n'est plus sur un dispositif permanent, mais on est sur des appels à projets thématiques pour bien s'inscrire dans les besoins et dans les priorités de la stratégie régionale. Donc, il y en a un qui est déjà lancé pour favoriser le développement d'hébergements le long des itinéraires cyclables, équestres et pédestres. Donc, cet appel à projet est aussi en ligne. Il est ouvert jusqu'au 20 juin. Et on lancera un second appel à projet à la rentrée, puisqu'en fait, on a un petit souci, nous, de ressources humaines en ce moment, parce que la personne en charge de ces dispositifs est arrêtée pour plusieurs mois. Mais on lancera à la rentrée de septembre, je pense, un nouvel appel à projet pour développer des hébergements éco-labellisés. Donc là, on sera plutôt sur les gîtes. Et donc là, sur l'appel à projet qui est lancé autour des itinéraires, on est plutôt sur des modèles chambre d'hôte, abri cyclo, aire de bivouac. Dans ce plan de relance de l'investissement, on a aussi souhaité mettre en place un accompagnement spécifique pour l'hôtellerie rurale, puisqu'on sait que ces établissements ont quand même beaucoup souffert pendant et après la crise Covid, et aujourd'hui qu'elles ont des capacités d'investissement qui sont très limitées, mais tout en ayant besoin là aussi de renouveler en permanence et de mettre au goût du jour leurs établissements. Donc on a un accompagnement vraiment là individuel qu'on met en place avec la CCI pour faire des diagnostics et ensuite accompagner les établissements dans leur projet de développement. On soutient aussi toujours le déploiement de label qualité, donc qualité tourisme et maître restaurateur. Donc ça aussi en lien, on a un partenariat avec la CCI. Et puis on poursuit, on renforce même nos accompagnements à la transition écologique. Donc là aussi, on est à la fois sur du conseil et aussi sur des fonds et des dispositifs financiers qu'on mobilise, notamment le fonds tourisme durable qu'on déploie en lien avec l'ADEME. Et puis enfin, sur ce plan de relance de l'investissement touristique, on a un axe en faveur de la prospection, puisqu'on a aussi besoin de faire venir des investisseurs en région pour développer ou reprendre des établissements. Avec là une petite difficulté, parce que cette mission, on l'amène avec DevUp, et donc DevUp a missionné un cabinet spécialisé, en fait, qui met en relation des investisseurs qui voudraient s'implanter en région et des offres. Donc, ça peut être des établissements à reprendre, ou ça peut être des opportunités
propriété foncière. Et donc, sur la base du cahier des charges que les investisseurs vont présenter à DevUp, en fait, on essaye de leur proposer des offres qui vont correspondre, mais avec une difficulté qui est qu'aujourd'hui, on a malheureusement très peu d'offres à proposer sur le territoire régional, alors qu'on a beaucoup d'investisseurs intéressés par notre région. On parlait d'attractivité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la région Centre-Val de Loire est très attractive pour des investisseurs en matière notamment d'hébergement touristique, parce que sur Paris, c'est un peu saturé. Alors que sur la région Centre-Val de Loire, on reste sur des coûts d'investissement qui sont intéressants et puis un potentiel en matière de fréquentation et de clientèle, là aussi, qui est particulièrement intéressant. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas le temps, mais sur chacun des volets, en fait, on a bien sûr défini quels sont les types de projets qu'on peut accompagner, les structures éligibles. Donc ça, on pourra vous le transmettre si vous le souhaitez. Donc là, on est sur les appels à projets. Et puis, donc, je voulais juste vous donner les contacts et puis bien sûr Vincent, je pense, pourra vous transmettre le diaporama puisqu'en fait au sein de la direction du tourisme, alors on n'est pas une équipe pléthorique puisque là vous avez l'ensemble de l'équipe sur la slide, mais voilà, pour chaque filière et pour chaque type d'activité touristique, vous avez un référent au sein de la direction du tourisme. Donc voilà, c'est mieux que vous puissiez directement aussi contacter, lorsque vous avez un projet sur votre territoire, contacter la bonne personne au sein de la direction du tourisme. Donc on vous transmettra ces contacts. Voilà, j'en ai fini avec le diaporama. Et je crois que s'il y a des questions, ça sera à la fin. Oui, tout à fait. Du coup, j'introduis Du webinaire. effectivement les questions à la fin. N'hésitez pas à alimenter le fil de conversation. Donc, enfin, dernière intervention à deux voix avec Géraldine Chancel, donc le PNR de la Brenne. Géraldine Chancel, responsable du pôle tourisme et destination Brenne. Et enfin, Estelle Sauré, chargée de communication, qui vont nous parler de leur territoire et de leur politique liant tourisme et attractivité pérenne. Bonjour, Alors, je ne sais pas si est-ce que vous avez la main sur le… Est-ce que vous pouvez me partager… je peux partager un document PowerPoint si vous… J'ai un PDF éventuellement. Oui, oui, c'est très bien. Ok. Alors… vous pouvez un peu me guider éventuellement. Alors, c'est en haut à droite, à côté du bouton quitter, il y a un bouton partager. Ouais, c'est ça là où je ne le vois pas. Je n'ai pas le quitter en fait. Il n'y a pas le bouton quitter en rouge, en haut à gauche, en haut à droite, pardon, oui. Sinon, sinon, je peux le diffuser. Ça sera moins… Ouais, c'est pour la fluidité de l'intervention. C'est vrai que ce serait bien si on avait la main et je ne le vois pas. Seuls les organisateurs peuvent partager du contenu. Ouais. Moi, j'ai une petite flèche qui dit seuls les organisateurs et les présentateurs peuvent partager du contenu. Donc, c'est là où je suis un peu… D'accord. Alors, je vais prendre la même parce qu'effectivement, ok, je ne sais très bien. pas comment vous mettre organisateur. Très bien. Je vais partager de suite. C'est parti. Donc, effectivement, on va faire une présentation à deux voix. Donc, la voix que vous entendrez, là, celle-ci, c'est celle d'Estelle Sauré, chargée de la communication du parc. Et puis, vous entendrez également Géraldine. Bonjour. Donc, on intervient, là, c'est vrai qu'on a déjà fait cette intervention en plus petit comité lors du Césaire en juillet dernier. Donc, on est ravis de pouvoir présenter à nouveau alors, notre territoire et le rôle du tourisme dans le territoire. Donc, notre territoire, c'est le parc naturel régional de la Brenne. Donc, je vous invite… merci Vincent. Donc, pour ceux qui connaissent, merci de nous connaître. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un territoire alors exceptionnel. Je vais tâcher effectivement de vous en démontrer un petit peu le contenu. Donc, c'est effectivement un petit territoire. Donc, vous voyez, on est au sein, dans la région centre, au sein du département de l'Indre, dans le sud-ouest du département de l'Indre. C'est aujourd'hui 51 communes regroupées en parc naturel régional. Le parc a plus de 30 ans aujourd'hui. Il actualise son projet de charte puisque les parcs naturels régionaux
ont cette souplesse, mais à la fois contrainte, qui fait qu'on est obligé de renouveler notre projet de territoire tous les 15 ans. Donc, on réfléchit, on remet sur la base, sur la table de travail, nos ambitions, l'état du territoire et là vers où on veut emmener ce territoire. Et donc, on devrait avoir un périmètre qui s'étend à 10 communes dans le sud du parc, un territoire de bois chaud, un très beau territoire nature également. Donc là, c'est une procédure en cours, notre territoire devrait s'agrandir. Donc, c'est un petit territoire malgré tout, 51 communes, très rural, qui est en dehors des grands axes de communication. On est effleuré par l'autoroute avant. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on met tout en œuvre pour accueillir les gens, comme c'est écrit, une journée, une année ou une vie, parce qu'effectivement, on a aussi un déficit de population, puisqu'on a une densité de 17 habitants au kilomètre carré. L'extension du périmètre du parc ne va pas nous permettre d'augmenter notre population, puisqu'on devrait tomber à 16 habitants au kilomètre carré. Mais ce qui fait qu'on a de la place pour accueillir des touristes et des touristes qui pourraient rester plus longtemps. Je veux bien que vous passiez. Donc, très rapidement, je vais vous faire un petit panorama pour ceux qui, pour vous donner envie. Donc, la Brenne, le parc naturel régional de la Brenne, c'est 3500 étangs situés en cœur de Brenne. Donc, la Brenne, vous voyez, un ensemble d'étangs, de paysages mêlant étangs, nature, prairies et petits bosquets. On a des paysages assez variés avec donc des étangs. On a beaucoup de vaches puisqu'on a de la place. Et donc, voilà, on a aussi des plateaux plus ouverts. Sur les franges nord et ouest du parc, on a des paysages plus ouverts avec des cultures, la polyculture. Et puis, on a aussi, non, c'est bon, ouais. On a aussi, le territoire est marqué par deux vallées. La vallée de la Creuse et la vallée de l'Anglin, qui offrent une variété de paysages un peu différenciés de ceux de la Brenne, mais c'est aussi et également des activités touristiques associées aux vallées et aux rivières. Voilà pour le paysage. Là, c'est l'Anglin, donc plus petite rivière, mais avec tout un réseau. L'Anglin, un réseau, mais le bois chaud, l'Anglin passe dans le bois chaud. Le bois chaud, c'est le sud du parc avec un maillage bocager encore très fort. Ce bocage va se renforcer si l'ensemble des communes du nouveau périmètre du parc peuvent accéder. Voilà, on va avoir une offre autour de vraiment assez diversifiée. C'est très intéressant l'extension du périmètre du parc, tant en termes de paysage qu'en termes de patrimoine. Donc ça, Géraldine pourra vous en toucher deux mots. Sur cette extension et l'intérêt. On a un bâti rural de qualité. Alors, effectivement, ça vient contraster avec les châteaux de la Loire. Nos rivières sont bien plus petites que la Loire, évidemment, mais elles contribuent à la grandeur de la Loire puisqu'elles se déversent dedans. Nos châteaux sont plus petits que les châteaux de la Loire, mais ils méritent d'être connus. Et puis, donc ça, c'est vraiment, on a, en termes d'image, quand on se balade dans les villages, on est très peu impacté. Le diagnostic de la charte du parc dit qu'on a très peu d'artificialisation nette, donc on est déjà, nous, pratiquement dans les objectifs nationaux, et notre objectif est effectivement de valoriser ce patrimoine et de l'habiter. On peut poursuivre. Et puis, donc, je parlais d'exceptionnel. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la Brenne est classée et reconnue par une convention internationale, la Convention internationale pour la protection des zones humides. Donc, on bénéficie, le territoire bénéficie d'une reconnaissance internationale, puis de reconnaissance européenne, puisqu'on anime, la structure parc anime 4 sites Natura 2000, dont un des plus grands de France, avec plus de 58 000 hectares en zone humide Grande Brenne. Une nature exceptionnelle, oui, ici on a des tortues sauvages, pas comme, voilà. Et on a aussi des oiseaux, plein d'oiseaux, on a plus de 300 espèces d'oiseaux observables en Brenne. Voilà, on a effectivement basé la politique touristique sur la découverte nature depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 15 ans, on travaille avec la région sur le vélo. Géraldine en parlera également. Et aujourd'hui, alors, c'est un des aspects qu'on pourrait dire positifs du changement climatique, c'est effectivement l'extension de la saison. La saison touristique s'étoffe puisque en Brenne, ça fait longtemps qu'on a les pêches et donc tout le travail autour de la pisciculture à l'automne, mais en plus, depuis une petite dizaine d'années, le fait que les grues stationnent en Brenne nous offre un potentiel touristique qui s'amplifie. Donc là, c'était un peu la photo. Maintenant, comment vit ce territoire ?
effectivement, les parcs naturels régionaux, ils n'ont pas de compétences comme définies pour les collectivités telles que vous avez l'habitude de les connaître. Ils ont des grandes missions. Donc, on a effectivement une grande mission de préservation du patrimoine naturel et bâti, la qualité des paysages, mais on a le tourisme, mais on a aussi tout un travail autour de l'aménagement du territoire. Et donc, le parc, c'est un territoire de projet, c'est aussi un territoire d'expérimentation, ce qui fait que depuis 30 ans, le parc innove. Le parc de la Brenne, il s'est créé autour de l'inventivité économique. Il se poursuit avec l'inventivité sociale puisque le parc naturel régional coordonne la politique enfance-jeunesse de son territoire. Il coordonne aussi la politique culture, alors via la procédure pacte que l'on peut avoir avec la région, mais sur d'autres politiques, notamment la DRAC, qui aujourd'hui investit auprès de nous. Donc, le parc intervient en termes de politique d'enfance, coordonne et travaille avec l'ensemble des communautés de communes de son territoire qui ont la compétence enfance-jeunesse. Donc, on est un peu un organisateur, un coordinateur. Et puis, on continue dans les différentes choses pour, je ne sais pas si on a passé la maison de la rénovation, je pense que c'est après. Parce que je m'emballe. Oui, c'est après. Voilà. Et donc, tout ça pour dire, voilà notre terreau. Et l'idée, c'est qu'effectivement, l'attractivité que l'on porte depuis le début sur accueillir des habitants, il passe aussi par, en fait, faire connaître ce territoire, c'est, peut-être donner envie, venez passer quelques jours, venez vous initier en tant que touriste et que peut-être vous aurez envie d'y rester. Donc, effectivement, Géraldine, je vais passer la parole à Géraldine qui va vous parler plutôt du territoire organisé, de comment on accueille un porteur de projet ou comment on accueille effectivement des touristes sur ce territoire. Donc, la chance qu'on a, c'est effectivement que le tourisme s'appuie sur un parc naturel régional qui a une vraie organisation et qui a vraiment mis en place des services qu'on peut mettre au service des porteurs de projets. C'est ce qui, dans notre organisation, quand on a un porteur de projet d'un hébergement touristique ou autre qui vient nous voir, on a la chance de pouvoir lui apporter un soutien pour regarder la viabilité économique de son projet via Initiative Brenne. Si c'est un bâti ancien, on peut le conseiller sur la rénovation du bâti, sur la meilleure isolation possible. Notamment, on a une architecte au parc qui travaille sur les bio-isolants et on a une maison de la rénovation. Donc, cette personne peut aller aussi chercher des informations à la maison de la rénovation. On a une vraie connaissance des productions locales et on travaille, on va voir tout à l'heure, je vous présenterai une opération qui s'appelle Frigo Plein avec une association qui s'appelle KGT Fourchette et notamment quand on a un porteur de projet de restaurant, on peut directement lui fournir la liste des producteurs fermiers et il y a un réseau d'approvisionnement de ces restaurants potentiels avec l'association KGT Fourchette. On a au sein de l'équipe des personnes qui sont en capacité d'aller assister, par exemple, s'il y a une mare à rénover, on a des collègues qui peuvent aller travailler sur la rénovation de la mare. Donc, on a en fait un ensemble de services qui fait qu'un porteur de projet qui arrive sur le territoire du parc, il est accompagné de multiples manières et donc il y a une imprégnation du territoire qui est aussi très, très important. Et c'est ce que disent les porteurs de projets quand ils arrivent sur le territoire du parc. Ils sont assez étonnés de l'ensemble des acteurs qui sont là pour les aider à s'installer. Et puis, je n'ai pas parlé des formations dédiées au tourisme, aux acteurs du tourisme. Tu vas pouvoir revenir. Parce que si on passe les images, Vincent, s'il vous plaît. Donc, effectivement, Initiative Brenne, c'est une plateforme d'aide aux porteurs de projets, touristique évidemment, mais effectivement aussi toute activité confondue, agriculture, etc. Depuis 30 ans, donc c'est un savoir-faire d'accompagnement, de prêt à taux zéro, d'accompagnement, de suivi, de pré-développement, de pré-croissance, de pré-développement durable. Donc ça, c'est un savoir-faire que l'on maîtrise, puisque c'est une des idées de la création, une des idées qui a porté les élus à créer ce parc, de faire un développement équilibré, durable, mais vraiment d'essayer de développer ce territoire. Ensuite, effectivement, comme le dit Géraldine, la Maison de la Rénovation, qui est une plateforme de rénovation énergétique que l'on a montée en partenariat avec la région, est effectivement un lieu ressource pour les porteurs de projets, pour les habitants bien sûr, pour les prestataires touristiques et puis pour de potentiels habitants qui pourraient effectivement, d'où l'intérêt de l'attractivité touristique, qui pourraient avoir envie de venir s'installer en Brenne. Donc là, on a un accueil, effectivement, c'est un guichet unique de la rénovation.
énergétique. Géraldine vous parlait de KGT Fourchette, effectivement. Ça, c'est dans le cadre… les parcs naturels régionaux, ils ont une mission assez intéressante qui n'est pas simple à comprendre, mais qui n'est pas simple. Pardon, qui est une mission d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est une mission transversale. On a 4 grandes missions, mais la mission transversale autour de l'expérimentation nous permet nous donne la possibilité, en tout cas les coups des franches en tant que structure, de pouvoir innover, expérimenter, tester, peut-être se planter, ajuster et vraiment avoir une politique qui s'adapte. Donc, KGT Fourchette, c'est un exemple, par exemple, d'expérimentation. On a travaillé avec le pays Castelroussin en collaboration sur l'idée d'une plateforme départementale. Alors, au départ, pas départementale, mais KGT Fourchette, ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, c'est une plateforme départementale. KGT Fourchette, c'est comment repérer qui peut investir, qui a envie d'approvisionner la restauration collective. Et donc, voilà, on travaille là-dessus. Et vraiment, l'intérêt d'un tourisme porté par une structure qui finalement peut travailler autant dans la nature que dans la santé, que dans le développement touristique et l'approvisionnement local, ben voilà, ça accompagne vraiment une politique globale de développement. Donc, et suit voilà, une dia sur l'opération donc expérimentale frigo plein, qui, on va voir que ça répond, Cécile parlait tout à l'heure des objectifs là, de la région, et ça répond tout à fait à ces objectifs. Donc là, on travaille en collaboration effectivement avec l'association KGT Fourchette. L'idée, c'est que quand un visiteur, un vacancier arrive dans un gîte du territoire, en fait, il ouvre dans son frigo et il trouve un ensemble de produits du terroir qu'il aura commandé préalablement. Donc, l'idée de cette opération, c'est vraiment, plutôt que d'aller au supermarché local et acheter des produits qui viennent d'ailleurs, c'est essayer en fait de faire ses courses avec des produits du terroir, donc valoriser les productions locales. C'est surtout quand on arrive, on ne prend pas sa voiture, parce qu'on a déjà certainement pris sa voiture pour arriver sur le territoire du parc, on ne prend pas sa voiture pour aller faire ses courses. En fait, on a passé une commande préalablement et les produits ont été livrés par KGT Fourchette dans le cadre de ses tournées habituelles. Donc, on a cette double… Et puis en fait, en même temps, on est satisfait, puisqu'on arrive dans son hébergement et la première chose qu'on fait, c'est se détendre, parce que voilà, on peut directement cuisiner le soir avec des produits qui sont arrivés directement dans le frigidaire. Donc, on fait une expérimentation cet été. On voit si pour les commandes, pour les livraisons, on voit si nos hébergeurs et nos vacanciers sont satisfaits. Et si cette opération fonctionne, elle sera disponible sur l'ensemble de l'année. Alors, un territoire organisé. Alors là, je pense que c'est la grande différenciation, et on est très fiers en fait du projet qui a été mis en place, c'est-à-dire d'avoir un office de tourisme qui est calé sur la destination touristique. Donc la destination touristique, c'est le parc de la Brenne, et en fait on a un office de tourisme qui est exactement calé sur les communes du parc et les 10 communes qui entrent dans le cadre de la révision de la charte. Donc, les missions sont réparties entre le parc qui est plutôt sur la qualification, la structuration de l'offre, et l'office de tourisme qui est plutôt sur la promotion, la commercialisation. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je partage mon temps entre les deux structures. Donc, ça permet d'être très efficace dans l'action et de limiter en fait l'argent public, puisque c'est en partie l'argent public du parc qui est aussi mis à disposition de la promotion et de la commercialisation. Donc, Destination Brenne est engagée auprès de la région, oui, vous pouvez continuer, est engagée auprès de la région dans l'opération Tous ensemble pour un tourisme durable. C'était pour nous très important de s'engager dans cette opération, puisque on est basé sur l'office de tourisme est basé sur un parc naturel régional, et nos actions sont le suivi de notre consommation eau, électricité. On essaye d'avoir des achats responsables. Là, on a aménagé l'office de tourisme de Mézières-en-Brenne. Ça a été fait localement. Le mobilier est fait en France, voire fait en Espagne. Donc, on a essayé de limiter les déplacements voilà, des matériaux utilisés. C'est éco-réhabilité.
En plus, les équipes sont mobilisées autour de la thématique du tourisme durable avec des formations régulières. Donc voilà, il y a un lien très fort entre le parc et l'office de tourisme. Effectivement, on a mutualisé les outils entre le parc naturel régional, le site internet, à une partie tourisme dédiée, co-gérée parc et destination Brenne, qui propose toute l'offre touristique. L'offre touristique, balade, séjour, où dormir, quelles activités, etc. Et avec une carte interactive aussi qui fonctionne. On développe la même en termes de services pour essayer de pouvoir répondre au mieux aux personnes. Donc voilà, un office de tourisme intercommunautaire. Et puis, grâce à l'office de tourisme intercommunautaire, on a pu mettre en place la taxe de séjour, ce que le territoire n'avait pas fait, ce qui est une source de moyens complémentaires qui peut… Merci. Mais non, mais c'est vrai, merci Destination Brenne. Les élus du parc n'avaient pas osé le faire. Via Destination Brenne, ça a pu se mettre en place. Voilà, en termes d'outils, bon, on a des outils classiques. Effectivement, on fait aussi des accueils presse grâce au CRT. Donc, on peut changer, Vincent, s'il vous plaît. On a effectivement des accueils presse avec le comité régional du tourisme, je te laisse, et puis l'agence d'attractivité de l'Indre. C'est assez régulier, c'est fréquent, c'est un partenariat vraiment très intéressant. Tu peux… Oui, pour un territoire en fait qui a peu de notoriété, parce que on en a parlé un petit peu avant du tourisme de nature, qui est vraiment notre spécificité, et on base notre offre touristique, et j'appelle ça notre plus concurrentiel sur le tourisme de nature. Mais en définitive, c'est un territoire mis à part pour les ornithos confirmés, qui est peu connu. Donc c'est vrai que les accueils presse qui sont proposés, notamment aussi par des reportages TV qui sont proposés dans le cadre du partenariat entre le comité régional du tourisme et l'agence d'attractivité, sont pour nous très importants, parce que ça nous permet d'augmenter notre attractivité, notre notoriété. Pour vous donner envie, en fait, on essaye, parce qu'on a peu de moyens. C'est vrai qu'en termes de moyens de promotion, c'est vrai que nous, on est effectivement très heureux des partenariats presse avec la région et le département. On a mis en place des petits bols d'air minute nature pendant le Covid, et on les poursuit. Et c'est vrai que ça nous donne… ça ouvre notre notoriété un petit peu, donc on souhaite continuer. Et puis ça donne envie, et on ne ment pas quand on dit qu'on est plein de nature ici. Donc, on le prouve avec les minutes nature. Tu as aussi une gamme de… Alors oui, on a une gamme de documents touristiques classiques de destination touristique. Ça, c'est l'été en Brenne, et je pense que c'est intéressant parce que c'est un document qui intéresse à la fois la population locale et qui intéresse à la fois les visiteurs. On a notamment une partie qui est qu'est-ce qu'on fait avec des enfants, qui est au dos du document, et les habitants du territoire viennent dans l'office de tourisme vraiment chercher ce document en début de saison, parce qu'ils vont trouver de quoi occuper les enfants. Donc là, moi, je trouve que c'est cette mixité entre à la fois la population locale et la population touristique sur un document comme celui-là, qu'on retrouve aussi sur le site internet. Je trouve ça très important. De même, on le retrouve dans le calendrier des découvertes accompagnées, donc avec des guides qui sont qualité tourisme Calinat. En fait, on s'aperçoit qu'on a dans la fréquentation de ces animations à la fois une population locale et à la fois la population touristique. Et c'est très important pour un territoire comme nous de pouvoir mêler les deux populations, et qu'en fait ces deux populations se rencontrent aussi lors de ces animations. Alors oui, on va parler un petit peu, c'est vrai qu'on a parlé un peu tout à l'heure de tourisme de nature. On peut continuer par rapport à l'ensemble de l'offre touristique. Donc on est un territoire nature, on a essayé d'avoir une offre touristique nature complète. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un ensemble d'observatoires, de guides, d'animations qui permettent de découvrir la nature. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne découvre pas la nature en voiture, c'est-à-dire qu'on pose sa voiture et qu'on découvre la nature à pied, à cheval, à vélo. Donc à pied, on a requalifié les itinéraires de balades à pied. Donc on a vraiment des balades à pied qui sont sur des chemins et qui sont des supports de découverte.
À cheval, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure par rapport à la route d'Artagnan, et on a des itinéraires cheval à la journée au départ aussi d'hébergements qui sont qualifiés accueil à cheval. Et on s'inscrit dans les pays à vélo de la région avec 12 itinéraires qui sont jalonnés. Donc pour nous, c'est important, on pose sa voiture et on découvre le territoire en utilisant des circulations douces. Et pour compléter le produit touristique, on a travaillé avec des propriétaires d'hébergement pour donner la marque Valeur Parc Naturel Régional, qui est une marque nationale des parcs naturels régionaux. Et là, il y a un vrai engagement de l'hébergeur sur la réhabilitation de son hébergement en gardant le bâti ancien, en utilisant des écomatériaux et en travaillant dans un réseau avec les autres hébergeurs du territoire. Voilà. Et puis, on a déjà parlé des animations nature qui sont qualifiées avec des guides qualité tourisme. Merci à la région d'ailleurs. Donc ça, c'est les 12 itinéraires vélo balisés. Je crois qu'il y a plusieurs dias qui illustrent ce que je viens de dire. Nos 60 itinéraires à pied qui ont été requalifiés. Voilà, ça c'est la Brenne à cheval avec la route d'Artagnan. Donc on a un collègue au parc qui connaît très bien le monde du cheval et qui connaît très bien la demande touristique liée au cheval, ce qui nous permet d'être très performants par rapport à l'accueil du tourisme à cheval. Et donc la route d'Artagnan traverse ce territoire. Et ça, c'est le réseau des animateurs qualifiés Calinat Qualité Tourisme. Qui va s'amplifier. Qui s'amplifie de 11 nouveaux guides qui vont être audités cet été. Voilà, donc ça, c'est 350 sorties annuelles. Notre réseau d'hébergement Calinat, Valeur Parc, pardon. Et puis effectivement, on pourrait, alors on est presque à la conclusion, hein, l'idée qu'on souhaite faire passer, c'est qu'effectivement le tourisme, quand il est porté, adossé à une collectivité telle que le parc naturel régional, il intègre en fait des dimensions, c'est-à-dire qu'on a entre guillemets le terrain de jeu qui est la nature sur laquelle le parc naturel régional travaille à sa préservation au quotidien, hein, parce que face au réchauffement climatique, vous imaginez bien qu'une zone humide, elle est aussi en danger, elle était déjà en danger avant, mais effectivement il y a un gros travail de maintien de ce joyau, puisque pour donner envie aux gens de venir en Brenne, il faut qu'on conserve cette matière, cette nature, au-delà même de l'en fait de donner envie, mais il faut absolument que, de toute façon, pour l'humanité même, nous avons une responsabilité de maintien de la biodiversité en Brenne. On a ce territoire-là, on a des choses à faire et on arrive à travailler sur l'ensemble des dimensions, comme le disait Géraldine. Alors, on a un site, nous, qui semble assez important quand on arrive ou quand on repart de Brenne, en fonction de son séjour, c'est qu'effectivement, la maison du parc, donc c'est le siège administratif de la collectivité qui gère le parc naturel régional de la Brenne. C'est un lieu de découverte du territoire. On a effectivement un espace de projection qui permet, avec des sujets assez chouettes, de découvrir la Brenne. On a un espace d'exposition à l'étage qui nous permet de renouveler aussi l'intérêt de venue sur ce site de la maison du parc. Un accueil touristique, bien sûr, personnalisé. C'est un des points d'accueil de Destination Brenne, puisque l'office de tourisme est réparti sur l'ensemble du territoire du parc. On peut y faire des emplettes de produits locaux. Et puis, on a un espace restauration qui accueille toute l'année en restauration et des tartines et des crêpes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à venir les goûter. C'est un lieu de départ de randonnée. C'est aussi, comme on vous en a parlé tout à l'heure, c'est aussi le lieu d'accueil d'Initiative Brenne, donc l'accueil pour les porteurs de projets. On a pour projet de rénover un des derniers bâtiments qui reste à rénover sur le site, qui sera le lieu de la maison de la rénovation. Donc forcément, ce sera aussi certainement un lieu de démonstration de l'éco-rénovation et de rénovation énergétique. Et puis effectivement, on a aussi une maison de l'enfance qui organise des animations délocalisées en été et aux vacances. Donc c'est effectivement un lieu important de visite et d'accueil à la fois des touristes ou des porteurs de projets touristiques. Et on avait une étude qui a été faite sur le tourisme de nature il y a quelques années, et le bureau d'études avait dit ce qui est extraordinaire dans cette maison, c'est que vous allez avoir la population locale qui vient manger une crêpe et qui va croiser des ornithos confirmés avec des longues vues qui coûtent extrêmement cher. Et cette mixité en fait de population, elle est très importante,
symptomatique de ce qui se passe sur le territoire, mais ce lieu, vraiment, c'est ce lieu de rencontre entre la population locale, les visiteurs et des touristes, enfin, oui, des ornithologues confirmés qui viennent en Brenne. Et ça donne aussi, ce lieu donne aussi un certain sérieux à la destination. Quand un visiteur qui vient en famille ou qui vient en week-end croise un ornithologue avec ses jumelles, ses longues vues, on se dit « Ouh là là, la destination », on dit « Ok, c'est impressionnant ». Et donc, il y a ce côté sérieux et ce côté partage qui est intéressant dans ce lieu. Il y a aussi le côté vivant, parce que la Maison du Parc, on peut y croiser un bus de maternelle qui vient en animation petite bête autour de la mare, et puis un bus de seniors qui vient en mini-balade et en dégustation de crêpes. Donc, effectivement, c'est vraiment un lieu qui mixe les publics, et c'est assez chouette, c'est assez chouette à expérimenter. On va terminer sur, effectivement, là, on a essayé de brosser un ensemble de facteurs qui font qu'on essaye de rendre ce territoire attractif. Et donc là, on poursuit. Je vous ai parlé de la charte du parc. Donc, c'est un projet territoire à 15 ans. On vient de le transmettre à la région pour étude. Et on est dans, effectivement, la décarbonation des transports. On travaille sur des dimensions assez vastes, et notamment aussi sur une structuration d'une politique d'accueil de nouveaux arrivants, dans lequel l'Office de tourisme Destination Brenne est particulièrement impliqué, puisque pour nous, effectivement, c'est une des portes d'entrée assez essentielles d'accueil de nouvelles populations. Donc, je te laisse juste finir sur l'étude mobilité. Oui, vas-y. Ouais. Oui, on a une personne à Destination Brenne qui est chargée de l'attractivité, donc qui permet avec ses collègues de dire, ben voilà, si jamais on a une personne qui demande des informations et vous sentez que du coup cette personne est susceptible de s'installer sur le territoire, en fait, on est en train de mettre en place un process pour que cette personne soit le mieux accueillie possible. Et donc, comme on a une personne qui est responsable du suivi développement durable, on a une personne qui est chargée de l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, effectivement, on a à Destination Brenne un partenariat essentiel du parc pour l'organisation de cette politique d'accueil. On a effectivement le nouveau programme Leader qui vient d'être, on attend encore les dernières modalités, je crois, mais qui nous est basé sur l'attractivité du territoire et la solidarité et le changement climatique. Mais ça va être aussi un moyen de financer des acteurs locaux sur ce domaine-là. Et puis, effectivement, l'accueil et l'attractivité, c'est une mesure qui n'apparaissait pas avant dans l'ancienne charte, qui est une nouvelle mesure du projet de charte qui va être à l'étude. Donc ça nous semble important d'être dans l'attractivité. En tout cas, aujourd'hui, on pense qu'on a un peu mis tous les outils entre la maison de la rénovation, l'accueil santé, dont je ne vous ai pas parlé, l'enfance, etc. Avoir trouvé son travail, rénover sa maison, faire garder ses enfants, c'est aussi comment faciliter l'arrivée de l'accueil, parce que c'est effectivement un milieu très rural. Nous, les trains, on n'en a pas sur le territoire du parc, on n'a pas de gare. Donc, je sais aussi que Géraldine travaille à comment venir en Brenne sans voiture. Et là, pour le coup, je vous assure que c'est un joli casse-tête, mais je pense qu'on y arrivera parce qu'il faut être créatif. Et notamment, ce qui me permet de parler du lancement d'une étude mobilité, et je conclurai là-dessus. On a une étude mobilité qui va effectivement prendre en compte les besoins des habitants. Et en plus, on a obtenu un appel à projet qui va nous permettre d'avoir un vrai travail de concertation en parallèle de cette étude auprès de la population. Mais l'idée, souvent quand on parle mobilité sur un territoire, on pense aux déplacements, les déplacements pour aller au travail, les déplacements pour aller faire ses activités sportives, emmener les enfants à l'école, etc. Mais c'est aussi, surtout, nous, on a besoin d'entrer et de sortir de ce territoire. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre le train en Brenne, ce n'est pas possible. Si on veut sortir du territoire sans voiture, il faut quand même prendre sa voiture, aller à Preuilly-sur-Claise ou à Tournon-Saint-Martin pour prendre un bus et éventuellement espérer récupérer un train à Tours. Donc, on a vraiment un problème d'enclavement. On sait bien que ce n'est pas avec l'étude qu'on va réussir à sortir tout de suite de ce territoire, mais c'est réfléchir comment on peut inventer, créer ou du transport solidaire ou réadapter, voire pour que des trains arrivent le vendredi soir et repartent le dimanche soir pour effectivement des déplacements touristiques. Pour venir sur ce territoire, et puis après, comment on déplace, quand on est un touriste, comment on se déplace aussi sur ce territoire. Donc voilà, c'est vraiment, on a toujours essayé de mixer les intérêts et des habitants et des touristes, parce que nous, on considère toujours qu'un touriste, s'il est vraiment intéressé, peut-être qu'il peut devenir habitant, et ça nous intéresse aussi. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc voilà, si on vous a convaincu,
Non, laissez, ouais, non, que les gens puissent lire. Venez passer l'été, le reste de l'année ou plus si affinité. Voilà. Bienvenue en Brenne. Merci beaucoup Géraldine, merci Estelle.